Madame, monsieur, bienvenue sur le nouveau numéro d'Immédiat, l'émission de TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique chaque semaine avec Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves et tout d'abord, bonne année. Bonne année à vous aussi, Jules, et bonne année aux spectateurs d'Immédiat et aux spectateurs de TV Liberté en général. Vous l'aurez remarqué, nous restons sur l'ancien format pour le moment et le nouveau format est donc remis à plus tard. Pour le moment, on vous tiendra au courant. Pour ce qui est du sommaire, Jean-Yves, eh bien, en image de la semaine, une chaîne d'information BFM élue, alors élue avec de gros guillemets, vous verrez pourquoi, chaîne d'infos de référence de l'année 2022. On va bien rigoler avec ça. En premier sujet, et on y consacrera un bon pan de notre émission, eh bien Omar Sy et son dernier film qui fait tant rêver les médias et qui s'appelle Les Tirailleurs. On reviendra un petit peu sur ses déclarations provocatrices et qui flirtent un petit peu avec le sentiment anti-français. En revue de presse, des développements sur des affaires judiciaires en cours, l'occultation de la hausse des prix du carburant ou encore le chaos caché de la Saint-Sylvestre. Et puis, enfin, en dernier sujet, le traitement un petit peu ambivalent du décès de Benoît XVI entre éloge et caractère un petit peu ordurier des médias. On reviendra là-dessus pour vous. Immédiat 425, c'est parti. Jean-Yves, je vous propose de commencer cette bonne et j'espère belle année avec une bonne blague. Tout d'abord, la chaîne BFM TV se gargarise d'être la chaîne d'information en laquelle les Français ont le plus confiance et c'est évidemment bien notre image de la semaine, Jean-Yves. Alors, c'est sûrement la meilleure chaîne macroniste, donc c'est assez logique. Alors, il faut bien voir que les sondages dits de notoriété, dits de confiance ou dits de popularité, que ce soit pour les hommes politiques ou pour les chaînes d'ailleurs, sont très souvent des sondages de fait de notoriété. Comme on parle plus dans les chaînes en continu de BFM TV que des autres, et que, s'agissant des autres, en ce qui concerne CNews, quand on en parle, c'est plutôt pour en dire du mal, eh bien, au fond, le sondage reflète ce qu'on met dans la tête des gens. Voilà. Hein. Et après, il sert à promouvoir, c'est un peu de la prophétie autoréalisatrice, quoi. Ah oui, justement, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est tiré d'un sondage et pas d'une sorte de remise des prix médiatiques obscure. Alors, ça a attiré des réactions amusées et parfois exaspérées des internautes. On a le cercle Aristote qui nous dit « On tient déjà la meilleure blague de l'année alors que nous ne sommes que le 4 janvier. » C'est vrai qu'on attend une meilleure blague pour la détrôner. Ce qui me fait également rire, c'est que LCI se targuait d'être la meilleure chaîne TV de l'année suite à une remise de prix pour la 24e édition du Grand Prix des médias en septembre. Et là, on passe à BFM. Alors moi, chaque chaîne y va de son petit prix. Oui, bah voilà. Moi, je serais tenté de dire que la meilleure chaîne macroniste, c'est BFM TV. Et la meilleure chaîne guerrière, la meilleure chaîne OTAN, c'est LCI. Voilà, deux catégories différentes. Deux catégories différentes, donc oui, c'est assez juste. Ils méritent leur prix tous les deux à leur manière. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Eh ben, merci Jean-Yves, on passe tout de suite à notre premier sujet, Omar Sy et la force noire. On va revenir un petit peu sur les déclarations polémiques et provocatrices de l'acteur le plus célèbre de France. Les médias, certains diront à juste titre, se sont entichés de l'histoire des tirailleurs sénégalais narrée par le film Les Tirailleurs, dont Omar Sy joue le personnage principal. Mais l'acteur s'est aussi attiré quelques foudres après des déclarations pour le moins antipatriotes ou provocatrices. Alors, quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteint peut-être. Omar Sy pointe la réaction des Français sur l'Ukraine. Il s'est dit surpris de découvrir à quel point les Français étaient touchés par la guerre en Ukraine, se demandant s'ils seraient moins atteints lorsqu'il s'agit d'un conflit en Afrique. BFM TV a également traité le sujet et c'est une phrase qu'Omar Sy a prononcée dans un entretien avec Le Parisien lorsqu'il fut interrogé sur la situation en Ukraine. Si la question rhétorique n'a pas plu à bon nombre de Français et de personnalités politiques, pour le moins dire, eh bien les médias sont beaucoup moins divisés sur le sujet. On va regarder par exemple Neumann dans la petite pastille Neumann se fâche sur BFM TV. Alors, je vous arrête tout de suite. Ce qui me fâche, c'est pas ce qu'a dit Omar Sy. C'est que ce qu'il dit puisse faire polémique. Parce que, pardon, il a juste dit une évidence qu'on peut déplorer d'ailleurs, mais qui est parfaitement vraie. Bah oui, nous, Français, on est plus intéressés par la guerre en Ukraine, qui est à nos portes, qui est en Europe, qui nous concerne directement. 230 migrants qui sont arrivés sur l'Ocean Viking. Il y aurait donc un droit d'asile à géométrie variable entre ceux qui fuient la guerre en Afrique et ceux qui fuient la guerre en Europe. Voilà, Omar Sy, il a juste dit une chose qui est banale, qu'on peut déplorer.
Et une déclaration encore plus intéressante de Jean-Michel Apathy. Je raserai le château de Versailles. Sur Alcy. Il a raison, et c'est une partie de notre mauvaise conscience, quand il dit qu'il y a des conflits qui, au fond, ne nous intéressent pas. C'est vrai. C'est vrai, il y a des morts qui ne nous intéressent pas, il y a des situations horribles dans lesquelles sont certains peuples qui ne nous intéressent pas, et l'Ukraine, ça nous intéresse, oui, ça nous intéresse parce que c'est notre sécurité qui est menacée, parce que c'est l'Europe, parce que c'est tout près de chez nous. Parce que c'est tout près de chez nous, parce que les Ukrainiens, c'est nous, voilà. Et en Afrique, c'est pas nous. On a deux points de vue qui sont un petit peu contraires, mais qui à la fois se rejoignent sur certains points et qui sont tous les deux un petit peu biaisés, Jean-Yves. Oui, alors bon, d'abord, je pense qu'effectivement, spontanément, il y a un intérêt des gens pour ce qui se passe plutôt près de chez eux. Bon, donc effectivement, ce qui se passe en Europe, malgré tout, avec des Européens, ça touche davantage les gens. Et puis, il y a aussi le fait que les médias s'intéressent ou non à des conflits. Et ils s'intéressent ou non à des conflits, pas seulement en fonction de l'intérêt de leur public, mais en fonction des intérêts géopolitiques. Or, il est évident que derrière le conflit entre la Russie et l'Ukraine, il y a un conflit géopolitique plus vaste entre l'OTAN et la Russie, et donc les médias sont aussi amenés à s'y intéresser. Donc il y a un croisement de l'intérêt des médias et aussi, c'est vrai, de l'intérêt du public. Donc ça s'explique assez facilement. Donc ce que dit Omar Sy, finalement, même si lui le déplore, c'est assez factuel. C'est assez naturel. C'est assez naturel. Enfin, assez naturel. Oui, c'est factuel. C'est factuel, voilà. C'est factuel, du moins. Ce qui m'interroge un petit peu aussi, Jean-Yves, c'est cette dimension un petit peu récit historique, récit communautaire qui est visible et palpable dans ce film. On va écouter justement l'importance qu'a cette forme de récit pour Omar Sy. Il s'exprimait sur France 5. C'est un passage pour le moins intéressant, je trouve. Derrière cette propagande un petit peu sur les tirailleurs sénégalais, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard, il y a aussi cette tangente un petit peu, cette pente glissante vers l'acceptation de l'immigration, des migrants, etc. Alors que les situations ne peuvent pas exactement être complètement transposées l'une avec l'autre. Bah, c'est un argument en faveur de l'immigration, pour légitimer l'immigration, y compris l'immigration clandestine, qui est utilisé aujourd'hui au profit des Africains, avec les tireurs sénégalais, qui était utilisé il y a 20 ou 30 ans au profit des Maghrébins, avec l'engagement des troupes d'Afrique du Nord dans la Seconde Guerre mondiale, dans la bataille d'Italie. Donc il y a 20 ou 30 ans, on utilisait ce logiciel-là un peu sur la guerre de 14, pas mal sur la guerre de 39-45 pour les Maghrébins. Là, on utilise la guerre de 14 pour les Africains. Alors, ce qui est quand même étrange sur la guerre de 14, qui est un phénomène quand même absolument majeur dans la mémoire française, dont on a fêté le centenaire à la fois du début de la guerre et de l'armistice, il y a dans la décennie précédente. 8 et 4 ans. Dans cette décennie, on n'a pas eu de film sur la guerre de 14, ou si on a eu des films, c'était de manière assez misérabiliste. C'est-à-dire que vous avez de beaux films de guerre israéliens, vous avez de beaux films de guerre américains, qui ont d'ailleurs un certain succès. Quand j'entends beaux films de guerre, des films qui mettent en scène des combats, mais vous n'avez pas l'équivalent, vous n'avez pas de récit positif français sur la guerre de 14, ni même de récit sur la réalité vécue par l'immense armée de soldats français, et objectivement de soldats français de souche. Il suffit de regarder les noms sur les monuments aux morts de tous les villages ou villes de France. Alors, ce que je pourrais vous rétorquer quand même, Jean-Yves, c'est que effectivement, cette guerre, c'était un carnage. C'est assez difficile d'en tirer des côtés positifs pour en faire un bon film, honnêtement. Bah, si vous voulez, bien sûr. Mais il y a aussi eu
des pages glorieuses. Dans les films de guerre, les guerres, c'est toujours des carnages. Quand vous présentez le débarquement, le jour le plus long, c'est un carnage. Mais c'est présenté de manière positive. Oui, voilà. Sous l'angle héroïque. Sous l'angle héroïque, voilà. Et dans la guerre de 14, il y a eu beaucoup d'événements de ce type. Je pense par exemple à la résistance du colonel Drian au début de l'attaque allemande sur Verdun, le bois des corps. Ça pourrait faire un beau film positif, indépendamment de ceux qu'on pourrait faire, effectivement, sur la très dure réalité des tranchées, qui est incontestable. Et donc, d'un côté, on a ce récit un petit peu communautaire, pro-tirailleurs, Afrique, etc. Un récit indigène, en quelque sorte, qui s'oppose un petit peu au roman national français, qui, lui, n'est ni encensé par la presse, ni vu dans les salles de cinéma, finalement. C'est ça, un petit peu, ce deux poids, deux mesures. Ce que j'aimerais ajouter, Jean-Yves, c'est, par exemple, cet article de France Info. Tirailleurs sénégalais, à la différence des autres Français qui combattaient, ils n'étaient pas des citoyens, mais des sujets, rappelle une historienne. Un titre assez choc. Oui, un titre choc, alors que le reste de l'article est plus nuancé, parce qu'il fait observer ce qui est une réalité statistique, c'est que la part des troupes coloniales en général était faible dans le dispositif français, puisque c'est 4% des mobilisés, 3% des tués, et que d'ailleurs dans les troupes coloniales, il y avait, y compris des Européens, puisqu'il y avait des troupes mixtes avec des pieds noirs ou avec même des Européens venus de métropole, et que s'agissant des malheureux Sénégalais, beaucoup sont morts en fait de maladies de tuberculose et même pas dans les combats. Bon, ceci étant, ils étaient exposés au froid. Voilà. Bon. Donc, ils ont participé à la guerre, c'est incontestable, mais on va dire à hauteur de 3%. Et aujourd'hui, dans le discours médiatique et dans la représentation cinématographique, comme d'ailleurs un peu lors des commémorations des batailles de la guerre de 14, ça prend 20, 30, 40, 50% de l'espace, ce qui n'est pas conforme à la réalité. J'ai une dernière peut-être remarque à ajouter à ce sujet, au sujet du film Les Tirailleurs, dont on a vu la bande-annonce. Tirailleurs, actuellement au cinéma. On présente un film, quand même, qui prend beaucoup de liberté historique et qui a une grande partie de fiction en lui. On le présente comme une sorte de documentaire dont la réalité est poignante. En plus de vanter ses qualités cinématographiques incontestables, selon la presse. Alors on a Historia, un magazine quand même assez réputé en matière d'histoire, qui nous dit « La force noire, les tirailleurs de 14-18, assumons cette histoire ensemble », en citant Omar Sy. On a un décryptage par TF1 Info qui décrypte le film avec le conseiller historique du film. Alors là, bon, il y a deux experts, mais l'un d'entre eux, c'est quand même Michel Goya. On n'est jamais si bien servi par soi-même. On n'est jamais si bien servi par soi-même. Oui. On légitime l'historicité du film avec le conseiller historique du film. Ça, c'est pas mal. Puis vous savez, l'expert, il sait ce qu'il faut dire. Le consultant, il sait ce qu'il faut faire pour continuer à avoir des marchés. Oui, il y a quand même une démarche un peu pécuniaire. Le conformisme... c'est la condition pour avoir la tartine beurrée, quoi. Et l'historicité du film, elle n'est pas encensée que par les critiques, mais aussi par le ministère des Armées, dans un tweet, par exemple. « Tirailleurs est un hommage aux tirailleurs sénégalais. Ils étaient près de 200 000 à combattre. Avec Omar Sy, le film raconte leur histoire. » Il faut revenir là-dessus, sur cette historicité et sur le personnage d'Omar Sy aussi. C'est une fiction déjà. Il y a dans la même unité le père et le fils, et c'est le fils qui commande le père. Enfin, tout ça est un peu acrobatique, dirons-nous. Acrobatique. Oui, et sur Omar Sy, un petit peu, là, cette... Alors, Omar Sy, c'est quand même... parce que c'est le pompon. C'est le donneur de leçons. Bon, d'abord, la France lui a beaucoup apporté.
Elle lui a apporté des aides sociales quand il était enfant, des aides familiales. Il a pu ensuite faire une carrière cinématographique, faire une fortune qu'il a d'ailleurs délocalisée aux États-Unis, puisque c'est un exilé fiscal. Voilà, donc il donne des leçons il donne des leçons en quelque sorte. Je ne sais pas si je peux le dire, si le terme est approprié à la mère patrie ou à ce qui la laisse plus ou moins entendre comme tel, alors qu'il vit très largement à ses dépens. En se plaignant d'ailleurs du racisme en France, en expliquant qu'il est moins stigmatisé en tant que noir aux États-Unis qu'en France. Bon, c'est peut-être parce qu'il vit à Beverly Hills. C'est très... Oui, c'est ça, oui, ça. Bon, il vivrait dans le Montana, ce serait peut-être un peu différent. Bon, mais c'est quand même... Le racisme est un filon formidable. Un filon financier, un filon médiatique, donc bon, on comprend qu'il l'utilise. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vous propose de passer à notre revue de presse avec un premier sujet qui est absolument triste et formidable. Je l'ai dit, triste nouvelle donc pour débuter cette revue de presse. Le professeur de droit de l'Université de Montpellier, Jean-Luc Coronel de Boissezon, se voit interdit de retourner enseigner en faculté par le Conseil d'État. Alors je tiens à préciser à nos chers spectateurs qui n'ont peut-être pas vu notre épisode consacré à Wikipédia, Wikipédia avec notre petit surnom, avec la petite touche immédiat. Si vous n'avez pas vu cet épisode, je vous enjoins à le voir et vous verrez à quel point cet homme, Jean-Luc Coronel de Boissezon, qui a décidé de participer à notre émission, est brillant. Alors, Le Monde, le Conseil d'État appelle à durcir la sanction contre un professeur du commando de la fac de droit de Montpellier. C'est une histoire qui a saisi la presse nationale, mais d'abord la presse locale et régionale. On nous explique que ce professeur, dans France 3 Occitanie, était censé reprendre du service le 7 février prochain. Une perspective impensable pour Philippe Auger, le président de l'Université de Montpellier. Bien sûr, c'est la seule personne qui est interrogée par France 3. Nous ne considérons pas qu'il n'a été qu'un simple exécutant d'un ordre donné par un autre, et donc on ne veut pas qu'il revienne à la faculté. Des enseignants-chercheurs, des personnels administratifs et des étudiants étaient également montés au créneau contre la perspective de le voir à nouveau enseigner à la fac de droit. Et on nous explique que le Conseil d'État a estimé qu'une décision disciplinaire qui acceptait qu'il revienne enseigner en février, a été cassée par le Conseil d'État. Alors là, on voit une articulation entre l'extrême gauche, parce que quand on dit des enseignants-chercheurs, des administratifs, des universitaires, ce sont des enseignants-chercheurs d'extrême gauche, des universitaires d'extrême gauche, des administratifs d'extrême gauche. Donc c'est le premier biais universitaire. Ensuite, il y a le biais de la presse, qui ne donne la parole qu'à un camp. Et ensuite, il y a la justice, on verra d'ailleurs dans quelles conditions elle intervient, qui est aussi, il faut bien le dire, partiale, et on expliquera précisément pourquoi. Alors, cette affaire est intéressante à de nombreux titres. D'abord, Coronel de Boissezon est un professeur de droit de haut niveau, qui a agrégé de droit, qui a des publications extrêmement intéressantes, et qui a simplement voulu assurer, il y a de cela 4 ou 5 ans maintenant... C'était en 2018. 2018, la liberté universitaire. Il a simplement voulu que les étudiants puissent continuer à étudier dans une fac qui avait été envahie par l'extrême gauche. Alors on dit commando. Il faut savoir que dans cette affaire, qui a pris un tour judiciaire et même pénal, il y a eu en tout et pour tout quelques jours d'ITT, c'est-à-dire rien du tout. Rien du tout. Normalement, en termes pénal, en dessous de 3 jours ou de 8 jours, c'est vite classé sans suite. Là, c'est tout à fait monté en mayonnaise. Il a d'ailleurs bénéficié d'un jour d'ITT lui aussi. Oui, lui-même d'un jour d'ITT. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des poursuites pénales. Il a été condamné en première instance. Il a fait appel. Et l'appel va être rendu en février. Et curieusement, le Conseil d'État, en urgence, statue avant
Le délibéré d'appel. Le délibéré d'appel. C'est-à-dire qu'il anticipe, il anticipe une décision de la justice pénale. Or, en général, en matière civile notamment, là on est en matière administrative, c'est un peu différent, mais en matière civile, le pénal tient le civil. Et normalement, le pénal tient, même si c'est moins affirmé, l'administratif. Là, on bascule. Et évidemment, il n'y a pas de commentaires un peu distanciés de la part de la presse, puisque la presse, y compris la presse nationale, en l'occurrence Le Monde, relaie l'information. La presse, d'ailleurs, ne se contente pas de relayer l'information, elle téléphone pour créer l'information. C'est-à-dire que Cornel de Boissaison assurait des cours complémentaires à la Rennes Business School. Rennes Business School, on est en Bretagne, on est en France, Rennes Business School. Et le journaliste du Monde a appelé en disant « Mais comment se fait-il que vous employez ce professeur ? Qui a pris cette décision ?» Et donc, il demande des comptes. Il demande des comptes. Les délateurs. Et donc, la Rennes Business School, n'écoutant que son courage et cédant à la pression du Monde, hein, voilà. Là, c'est vraiment la dictature médiatique, hein, la tyrannie médiatique, a dit non, pas du tout, il faisait un remplacement, c'est terminé. Voilà. Donc, vous voyez, dans cette affaire, la presse, elle ne se borne pas à rapporter des faits. D'abord, elle les rapporte de manière unilatérale, partiale, unilatérale, mais elle agit. Elle agit sur les acteurs et indirectement, elle crée le climat judiciaire qui permet de prendre des décisions assez extravagantes. J'ai un dernier point à mentionner sur cette affaire, Jean-Yves. Il y a quand même quelque chose de complètement fou avec cette affaire, c'est que le Conseil d'État a été saisi par la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau. C'est-à-dire qu'elle est à la tête, hiérarchiquement, de cette commission disciplinaire, le SNESER, qui a statué sur la réintégration, après 4 ans qu'il avait écopé, qu'il avait purgé, sur la réintégration du professeur à la faculté de Montpellier. C'est la ministre de l'Intérieur, de l'Enseignement supérieur, pardon, j'exagère un petit peu, qui a donc saisi le Conseil d'État pour dire « non, c'est pas assez ». Et donc, procédure d'urgence à la 4e chambre des contentieux, la 4e chance contentieuse, à laquelle, eh bien, on dévoue un petit peu, on envoie un petit peu les affaires à classer le plus rapidement possible. À traiter le plus rapidement possible. Et on a alors une présidente, un rapporteur public et un rapporteur. Le rapporteur public, c'est Raphaël Chambon, ancien cadre de l'UNEF, et la rapporteure, comme ils aiment l'appeler, c'est Thalia Breton, cadre de l'UNEF et du Parti Socialiste, qui se gargarise de la décision sur son LinkedIn. Voilà, alors, si vous voulez, on a là une chambre constituée de manière partiale. Parce que ce professeur est en conflit avec l'UNEF, qui mettons dans la chambre du Conseil d'État pour juger l'affaire, des militants de l'UNEF. C'est incroyable. Et donc, il y a vraiment un vrai problème de neutralité. On serait en droit d'attendre de la part de ces magistrats un minimum de réserve dans leur expression qu'ils n'ont absolument pas. Et ça, c'est public. Tout le monde peut le vérifier. Tout le monde peut aller sur le compte de Madame Thalia Breton pour voir son militantisme affiché. Voilà. Alors, c'est quand même pas la seule affaire qu'on doit traiter dans notre revue de presse. Il y a aussi d'autres affaires qui ont été, bien évidemment, occultées par les médias. Et comme à chaque nouvelle année, eh bien, la France a brûlé le soir de la Saint-Sylvestre. Mais vous ne le savez pas forcément, puisque si vous suivez les médias de grand chemin, vous n'en avez pas pris connaissance. Alors, si certains privilégient la bouteille de champagne ou un bon petit plat pour célébrer le Nouvel An, eh bien d'autres manifestent leur joie en brûlant des voitures et du mobilier urbain ou en agressant les forces de l'ordre. Eh bien, pourtant, le constat des journalistes est sans appel, et d'ailleurs, c'est celui de Gérald Darmanin lui-même,
490 interpellations, mais aucun incident notable. 21% de véhicules brûlés de moins que l'an dernier, donc c'est une réussite. Et c'est répété comme un mantra par tous les médias, Le Parisien, Paris Match, France Info, et j'en passe. Il y a une réalité parallèle dans laquelle évoluent les journalistes. Alors, il y a une double réalité parallèle. D'abord, il y a toujours en matière de statistiques de véhicules brûlés le petit bobard calculette qui consiste à sortir les chiffres rapidement avant d'avoir eu la collection complète des événements. Voilà. Donc ça permet, et puis après on ajuste en général, on démarre à 400, 500 et puis on finit à 700, 800. Tous les ans c'est un peu le même processus. Bon, technique un peu classique. Alors, ce qui est un peu plus bizarre, c'est que le ministre puisse déclarer que c'est un réveillon sans incident notable, sans que la presse ne dise, enfin quand même, hein, parce que c'est sans incident notable. Alors on énumère quelques incidents donc non notables. Une attaque de caserne de gendarmerie. Jusque-là, ça sort pas du quotidien. Un foyer d'hébergement d'enfants incendié. Un couple de retraités et des familles sauvés des flammes à la suite d'un incendie volontaire. 690 véhicules incendiés, ça c'est un chiffre un peu plus... C'est pas le premier chiffre, hein, le premier il était plus bas, mais ce sont peut-être pas le dernier. Et 490 interpellations quand même. Donc ça donne une idée de l'état des troupes, mais c'est normal. Voilà. Et il y a même, je crois, un journaliste, un essayiste, Mathieu Slama, qui explique qu'il faut hiérarchiser l'information. Oui, c'est ça. Et donc qu'il ne faudrait pas parler de ça, mais parler d'autre chose. Alors honnêtement, on ne devrait pas en parler, ça n'a pas grande importance politique. Je dis qu'il faut hiérarchiser ce qui est important et ce qui ne l'est pas. C'est désolant, mais ce n'est pas un drame, ce n'est pas ça qui est important. Alors on se demande ce qui est important. La question nous sera peut-être apportée dans les jours qui viennent. Mais... Si vous voulez, alors c'est doublement intéressant, cette déclaration de Mathieu Slama. D'abord, Mathieu Slama, c'est un homme du système. Hein. Son père était un journaliste libéral du Figaro, un essayiste aussi. Hein. Normalien, je crois, essayiste libéral, très libéral, très libéral. Et donc, peut-être que les problèmes sécuritaires ou d'identité n'intéressent pas le fils. Ce qui est intéressant dans l'expression hiérarchisation de l'information, parce que c'est quoi la hiérarchisation de l'information ? C'est l'occultation d'un côté, le tri, l'occultation d'un côté, l'amplification de l'autre. Voilà. Et donc, quand on dit 2 poids, 2 mesures, et que disent hiérarchisation de l'information, c'est un peu la même chose. Hein, hiérarchisation de l'information, c'est plus chouette que 2 poids, 2 mesures. Voilà. Mais ça revient quand même un petit peu au même. Voilà. On va finir ce sujet avec l'apparition de Charlotte Dornelas sur CNews à ce sujet. Pas d'incident notable. Moi, c'est dans le notable que j'entends ça. Il est ministre de l'Intérieur. Il a tous les jours ce qu'il se passe dans le pays, toutes les rapports qui sont là. Et pour un ministre de l'Intérieur, aujourd'hui en France, des centaines de voitures brûlées et des centaines d'interpellations n'est pas un incident notable. Que nous, on se dit, et en effet, le monsieur qui a sa voiture brûlée le matin pour partir travailler, c'est clairement un incident notable. Mais aux yeux du ministre de l'Intérieur, ça ne l'est pas. Le soir du 31 décembre. C'est saisissant. Voilà, alors il y a peut-être un dernier point sur la Saint-Sylvestre, c'est qu'on a beaucoup focalisé, les médias ont beaucoup focalisé sur le million de personnes sur les Champs-Élysées. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de monde sur les Champs-Élysées. Mais il n'y avait pas 1 million de personnes sur les Champs-Élysées. Pour une raison très simple, c'est que l'avenue n'était pas occupée tout à fait dans toute sa longueur, et surtout, elle n'était occupée que dans la moitié de sa largeur. Et dans la moitié de sa largeur, ça fait à peu près 100 000 mètres carrés, donc
vous mettez pas 1 million de personnes sur 100 000 mètres carrés, même densément, même serré, voilà. Et puis 1 million de personnes, ça voudrait dire pratiquement qu'un Francilien sur 10 ou sur 12 est venu sur les Champs-Élysées. C'est pas crédible. Il y avait du monde, mais comme d'habitude, on a exagéré, amplifié l'opération. Mais un bobard, donc, dont l'utilité interroge un petit peu. Bah non, où est l'intérêt d'amplifier ce chiffre ? Où est l'intérêt d'amplifier ce chiffre ? Ça tend à montrer que le monde qui venait suivre le feu d'artifice était infiniment plus important que les quelques troublions. Donc ça positive. Si on gonfle les chiffres, on se dit peut-être que l'insécurité a été moins présente proportionnellement au nombre de personnes aussi. Voilà, c'est ça. L'insécurité est arrivée après, d'ailleurs. Hein, ok, très bien, Jean-Yves. Et alors, on a parlé de la fête du Nouvel An. Eh bien, la fête de Noël a, elle aussi, été un bon prétexte pour les journalistes, notamment ceux de l'Obs, d'exposer leur grande rancœur. Je vais vous lire un extrait d'un article que j'ai trouvé particulièrement drôle. Noël en famille, combien de temps supportez-vous vos proches avant de craquer ? Alors, ça met l'ambiance. Hein. Oui, c'est sympa, oui. La plupart des gens ont hâte de retrouver leur famille, mais enfin bon, soit. Journaliste, Agathe s'est elle aussi fixée 3 jours grand max avec sa famille. Son père lui a d'abord fait une blague sur son poids, en mode « j'étais trop grosse », rapporte-t-elle. « J'étais vexée », mais c'est une phrase anodine qui a précipité son retour à Paris. Agathe avait laissé traîner son bel appareil photo sur une commode, la lanière tombant dans le vide. Son père lui fait remarquer, pauvre de lui, « Attention, c'est un coup à le faire tomber ». Je l'ai regardé, dit-elle, et j'ai pété un câble. J'ai fait mes bagages et je suis parti en stop jusqu'à la grande ville. Je me suis senti libre, je reprenais le contrôle de ma vie. Alors déjà, c'est une journaliste, donc c'est déjà à se demander... C'est vraiment le reportage... Elle tend le micro à sa voisine de bureau. Voilà, c'est ça. Ou alors ça... À sa voisine de desk, quand même. Évidemment. Il faut parler de journalisme correct. Alors, on a également un petit peu d'inclusivité avec l'homosexuel de 36 ans qui nous dit « Des vacances tous ensemble, jamais éclate-t-il de rire. À la maison, on s'apprécie tous, mais pendant longtemps, je m'effondrais en pleurs en rentrant chez moi, confie cet homme de 36 ans. » Alors, c'est la bonne ambiance qui règne dans la rédaction de l'Obs. Mais heureusement... On a de bons petits tweets préparés par les internautes. Ça va bien se passer puisqu'on va bien se foutre de vos gueules autour d'un bon repas, dit Kamé à l'Obs, ou encore un nouvel épisode de La Gauche Caviar qui s'emmerde. Quelle belle série. Alors franchement, là, c'est du grand journalisme, Jean-Yves. Oui, c'est du grand journalisme. Mais c'est toujours... Il y a 2 thématiques. 1, les réunions de famille, c'est insupportable. 2, comment contrer le tonton raciste... ou le cousin anti-vax, voilà, il y a la grande sœur complotiste. Voilà, ou la grande sœur complotiste, voilà. Oui, c'est toujours sous le même angle qu'on traite Noël, c'est très juste, Jean-Yves. Et enfin, eh bien, pour finir cette revue de presse, un dernier fait notable du quotidien qui passe, on va dire, en catimini, c'est la remise à la pompe qui touche à sa fin pour les automobilistes qui ne bénéficient plus de la ristourne, terme que je cite des médias, de 10 centimes sur le litre de carburant à compter du 1er janvier. Donc, la presse évoque l'événement de manière sporadique, je vais être généreux. On en parle dans Le Monde, par exemple, électricité, gaz, carburant, ce qui change dans les aides en janvier. Sous-entendu, c'est une aide qui se transforme, pas qui disparaît. Et en réalité, en fait, c'est une disparition de cette aide. Et on donne un forfait de 100 € aux foyers les plus modestes en échange. Et enfin, la dépêche, après la fin de la ristourne à la pompe, la baisse du prix du baril pourrait amortir le choc. Donc, une perspective plutôt optimiste. Alors, c'est intéressant parce que ça montre l'efficacité en termes de propagande sur l'opinion des mesures gouvernementales. Parce que la ristourne, la remise, a été annoncée à grand son de trompette dans tous les médias. Et la disparition, passé Muscade, on en parle peu, ou on explique que c'est pas vraiment une disparition, c'est un changement, et puis le prix va baisser. Donc, en termes d'impact de propagande, c'est extrêmement positif pour le gouvernement, puisque là aussi, dans la hiérarchisation de l'information, on a beaucoup parlé de la remise et très peu de sa disparition. Exactement. Et alors, si on ne parle pas de la nouvelle année, si on ne parle pas de hausse du carburant ou de pouvoir d'achat, je ne sais pas
ce que les médias jugent utile de nous apprendre, finalement, sur les faits qui nous entourent? Omar Sy, et puis on a beaucoup parlé de la mort du roi Pelé. Voilà, du roi Pelé et de Benoît XVI, d'ailleurs. Beaucoup moins de Benoît XVI, mais nous, on va en parler. Voilà, et c'est la transition. Merci Jean-Yves. On passe tout de suite à la mort de Benoît XVI, notre deuxième sujet. L'annonce du décès du pape émérite Benoît XVI a fait du bruit dans la presse. Vous dites que ça en a pas fait tant que ça. Moi, je dis que ça en a fait quand même pas mal de bruit et que chaque détail a été documenté. On en discutera, Jean-Yves. Cependant, je pense qu'il y a quelque chose d'évident, c'est qu'il y a une certaine tendance des journaux à chercher, voire même à créer la polémique. Et ça, je trouve que c'est un penchant qui pose question. Alors, les qualificatifs pour le décrire... On a dit qu'il était timide, réservé, que c'était un pape un petit peu indécis, mais avec un bon cœur, etc. Il y a tout un pan, honnêtement, de la presse, il faut le reconnaître, qui a été assez élogieux, parfois venant de publications qui ne sont pas connues pour leur sympathie vis-à-vis du catholicisme ou des papes, etc. Mais, dans un autre penchant de la presse, on a trouvé des qualificatifs un peu plus provocateurs, comme ultra-conservateur, intransigeant, controversé ou encore polémique, qui ont été répétés un petit peu comme des mantras. Challenge nous dit Benoît XVI, théologien intransigeant et pape controversé. En tant que pape, Benoît XVI a eu de la peine à gérer l'Église. Son pontificat de 8 ans a été marqué par de nombreux faux pas. Il s'est mis à dos les musulmans en paraissant suggérer que l'islam était intrinsèquement violent et a provoqué la colère des Juifs en réhabilitant un négationnisme de l'Holocauste. Rien que ça, il a également suscité la consternation internationale en déclarant que l'utilisation de préservatifs dans la lutte contre le sida ne faisait qu'aggraver le problème. La Montagne, pareil, nous pond un article tout de même assez juste. Mais le titre, c'est « Renonciation, nazisme et pédocriminalité, Benoît XVI, un pape aux déclarations fortes et parfois polémiques ». Chez Sud-Ouest, on retrouve le terme « pape controversé » et LCI, avec le chapeau un petit peu, la cerise sur le gâteau, soupçon d'un passé nazi jamais complètement effacé. Alors que l'article se contredit juste après. Par définition, le soupçon n'est jamais complètement effacé. Alors, il faut bien le dire que quand Benoît XVI a été élu pape, il n'était pas le candidat des médias. Les médias avaient commencé à le canonner, le cardinal Ratzinger. Il le canonne, mais il ne le canonise pas. Il le canonne, mais il ne le canonise pas, absolument. Et donc, il a été d'emblée élu contre le vœu des médias. D'ailleurs, à la suite d'une opération où il a fermé aux médias les réunions de cardinaux et d'évêques précédant le conclave. Bien. Ensuite, il a fait des déclarations qui ont déplu aux médias, notamment son grand discours de Ratisbonne, où il explique le lien entre la foi et la raison dans le catholicisme, par opposition à ce qui peut se passer, par exemple, dans l'islam. Et donc ça a été assez mal perçu, d'autant plus qu'il a cité... des autorités byzantines réservées sur l'islam dans ce même discours. Ensuite, il a levé l'excommunication des évêques de la fraternité Saint-Pidis, ce qui lui a été reproché. Et on lui a été reproché notamment le fait que parmi ces évêques, il y avait l'évêque Williamson, qui, par ailleurs, mais ça n'a rien à voir avec le dogme religieux et avec les rites religieux, était révisionniste. Donc on lui a aussi reproché ça. On lui a reproché... Révisionniste, négationniste. On lui a reproché d'être... allemand, effectivement, comme allemand, il avait été mobilisé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, tout en appartenant à des milieux conservateurs et des milieux catholiques conservateurs, qui étaient précisément les milieux les plus opposés à Hitler. Mais on lui a quand même reproché tout cela. Alors c'est revenu à l'occasion de sa disparition, de son décès. Je dois dire, j'ai entendu sur France Info des propos très choquants. Alors, c'est très difficile de retrouver France Info, où ils avaient trouvé moyen d'interroger le spécialiste religieux de Slate.fr, qui est un site d'extrême gauche. Ça doit donner et donc, quelque chose. C'était quand même d'abord une assez grande ignorance des choses. Et puis alors là, ça allait au canon et pas à la canonisation, tout à fait. Très bien.
Alors Martial Bitt disait, en réagissant à ce tweet de LCI, et plus globalement du groupe TF1, qui disait justement, passé nazi, jamais complètement effacé le soupçon. Sombre ignorant, le groupe TF1 perd constamment des parts de marché, on se demande bien pourquoi. Quel propagandiste peut croire que l'on ne sait pas tout de la jeunesse du pape et que l'on n'a pas cherché partout avec bienveillance comme LCI? Quelle dérive de la presse Bouygues? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Jean? Ah, totalement. Une dérive de la presse Bouygues? La presse Bouygues, oui. Oui, il y a Bouygues, il y a TF1, il y a LCI, il y a... Qui se fait peut-être un peu putassière, ordurière. Oui. Et ils perdent de toute façon, ils perdent des parts de marché, puisque le marché se développe un peu en dehors d'eux, quoi. Voilà, donc c'est un paquebot à la dérive. Et les parts de marché... On attend qu'ils rencontrent l'iceberg. Les parts de marché de TVL sont à la hausse. Absolument, donc oui. Peut-être que la courbe finira par se croiser dans quelques années. Il faut peut-être attendre encore un peu. On ne peut qu'espérer. Oui. Il y a peut-être une petite comparaison dans le traitement médiatique à faire avec Pelé aussi, qui a disparu la même semaine. Alors Pelé, c'était le roi Pelé, là, ça a été très élogieux. Alors c'est assez normal d'avoir parlé de Pelé, d'abord parce qu'il était très connu, et qu'ensuite, il a été un élément très important dans le développement du sport-spectacle, puisque le football existait, avait du succès avant Pelé, mais Pelé est le premier dont les matchs et dont les buts ont été télévisés et vus progressivement dans le monde entier. Il a aussi été le premier ou l'un des premiers joueurs à monétiser, marchandiser son image en servant de support publicitaire. Donc il a apporté vraiment, indépendamment de son talent de footballeur, bien entendu, et de ses, je crois, 1000 buts, enfin, je sais pas, voilà, indépendamment de son talent de footballeur et de sa personnalité, il a apporté beaucoup d'éléments en termes de spectacle, en termes de mondialisation, en termes de marchandisation. C'était assez normal d'en parler. Bon, on en a presque plus parlé que de Benoît XVI. Oui. Mais il était peut-être plus connu que Benoît XVI, à vrai dire. Je sais pas, avec les jeunes générations, certainement, oui. Encore que Pelé appartient à une génération très ancienne. Oui, mais bon. On a des sacrés jeunes passionnés de football et incollables sur tout ce qui est football. Bon. Merci beaucoup, Jean-Yves. Avez-vous un coup de chapeau pour conclure cette émission? J'ai un coup de chapeau bis repetita, si je puis dire, pour Jean-Luc Coronel de Boissaison, qui fait preuve avec abnégation et courage à toutes les persécutions dont il est l'objet, alors qu'il avait fait déjà preuve de courage dans son action, parce que une des raisons du désastre français, c'est quand même le désastre universitaire qui remonte aux occupations de 1968, et lui s'est opposé à ces post-occupations, si je puis dire, en 2018. Bravo à lui. 1968, 2018, tout un symbole finalement. Oui. Merci beaucoup Jean-Yves. Je vous remercie également, vous, chers spectateurs, qui nous suivez chaque semaine et qui avez regardé cette émission. Je vous invite à la commenter, l'aimer et la partager. En attendant, le prochain numéro, la semaine prochaine, avec Jean-Yves. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.